Jean Bobéro est titulaire de la chaire d'Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études. Il est l'auteur ou co-auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont un roman historique, et Histoire de la laïcité en France, dont la 4e édition est parue en février 2007. C'est un expert internationalement reconnu et engagé dans les débats de société. Il a été notamment le seul membre de la commission Stasi à ne pas voter les conclusions prescrivant entre autres l'interdiction du voile. De son intervention lors de cette journée de réflexion, nous avons relevé ici un éclairage important sur la médecine, qui avec l'école est le lieu privilégié des conflits entre l'État français et les minorités de conviction, différents éléments d'une approche fondamentale de la liberté de penser, et pour commencer, quelques points de vue historiques sur la laïcité. La laïcité s'enracine dans une longue histoire qu'on pourrait faire remonter évidemment au début des temps, mais disons qu'on peut faire remonter à Philippe le Bel et ses légistes face à Rome. Philippe le Bel, roi de France, reprenant un peu le combat qu'avait eu l'empereur du Saint-Empire romain germanique avant lui. Et c'est une tradition donc de nationalisme religieux où le roi de France veut être en quelque sorte l'évêque du dehors, on appelle ça, veut surveiller la religion et en même temps que la religion soit un petit peu la religion de la nation. Normalement, la laïcité devrait rompre avec cette tradition puisque la laïcité, c'est la séparation de la religion et de l'État notamment. Mais en fait, la laïcité française a repris à son compte en bonne partie cette tradition gallicane de surveillance, de domination de la religion par le politique et en même temps d'officialisation d'une certaine religion comme une religion nationale. La laïcité a été un élément fort de ce qu'on a appelé l'identité républicaine face aux catholiques qui globalement, de manière dominante, ont été très longtemps monarchiques. Et tout le XIXe siècle, il y a eu ce conflit politico-religieux. Et on pourrait dire que la loi de 1905, justement en séparant la religion et de l'État, a mis fin au conflit des deux France. Alors c'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce qu'elle a donné une solution juridique à ce conflit. Et une solution juridique où il y avait l'officialité n'existait plus, mais où il y avait plus de liberté pour les églises. Donc moins d'officialité, plus de liberté. Mais en même temps, elle n'a pas donné une solution complète à ce conflit parce que le conflit a continué sur le terrain scolaire. Enfin, en 1984, il y a une possibilité pour la laïcité de devenir consensuelle puisque le conflit scolaire se termine. C'est à ce moment-là que la laïcité se construit de nouveaux adversaires. Ça va être ce qu'on va appeler les sectes. Alors, il y a des événements, il y a un certain nombre d'affaires douloureuses qui, évidemment, expliquent aussi cela. Mais, bon, il y a aussi la construction d'un nouvel adversaire. Et ça va être l'islam avec la première affaire de Foulard en 89. Là aussi, il y a des événements qui expliquent. Au début 89, c'est la fatwa de Imam Khomeini contre Salman Rushdie, etc. Tout ça n'est pas un non-sens absolu, mais il y a cette laïcité consensuelle qui a besoin de nouveaux adversaires et qui va d'autant plus permettre une réconciliation des anciennes deux France en conflit, en fait, du catholicisme et du mouvement laïque, qui souvent étaient un peu anti-religieux, dans certains de ses membres en tout cas, pas tous heureusement, mais dans certains de ses membres, et ils vont se réconcilier sur le dos de ces nouveaux adversaires. L'interdiction de l'exercice dit illégal de la médecine date de 1803. 1803, c'est au moment où la Révolution finit, et c'est un moment où la médecine n'a pas encore décollé scientifiquement et techniquement. Et où le médecin du tournant du XVIIIe et du XIXe ressemble étrangement au médecin de Molière, que Molière stigmatisait parce qu'il savait très peu guérir, en fait.
En Grande-Bretagne, qui pourtant était plus avancée sur le plan scientifique et technique au niveau de la médecine, l'interdiction de l'exercice illégal de la médecine va arriver 50 ans plus tard. C'est-à-dire qu'elle va accompagner ce décollage scientifique et technique, elle ne va pas le précéder. La légitimité de la médecine anglo-saxonne ne devait pas être seulement scientifique et technique, elle devait être aussi éthique. Les règles éthiques dans la médecine anglo-saxonne, anglaise et américaine, ont joué un rôle plus important qu'en France, où cette sacralisation de l'institution a privé, je dirais, les médecins de cette réflexion éthique. Ils n'en avaient pas besoin, ils avaient l'État de toute façon qui leur faisait gagner les procès qu'ils intentaient aux gens qui faisaient l'exercice dit illégal de la médecine. Et alors pourquoi cette différence ? Parce que à partir du moment où ces régimes laïcisateurs, les régimes qui se réclamaient de 1789, les régimes qui se réclamaient du drapeau tricolore, prenaient leur distance avec la religion, il leur fallait une nouvelle source de légitimation. Et cette nouvelle source de légitimation, c'était la science, mais la science avec un grand S. Hein. Et donc, si vous voulez, le politique impulsait de la croyance en la science avec un grand S. Et la France a été la patrie du positivisme. Pour reprendre l'exemple des femmes dites islamiques, quand vous allez dans un aéroport, tout le monde va trouver normal que les hommes fouillent les hommes et les femmes fouillent les femmes. Hein. Et pourtant, c'est des gens qui ont une conscience professionnelle autant que les médecins et qui font leur travail, qu'on n'a pas à suspecter a priori, si vous voulez, de vouloir faire autre chose que leur travail. Bon. Mais par contre, ça semblera absolument ahurissant qu'une femme demande à être soignée par un médecin femme dans la mesure du possible. Deux poids, deux mesures. Ça montre bien cette sacralisation, qui a d'un côté un métier, métier de contrôleur dans l'aéroport, et de l'autre côté un personnage sacralisé dont on dit qu'il n'a pas de sexe. La laïcité française est une dialectique entre liberté de conscience et liberté de pensée. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose d'avoir pas seulement le souci de la liberté de conscience, mais d'avoir aussi le souci de la liberté de pensée, à condition que la liberté de pensée ne soit pas dévoilée. La liberté de pensée, c'est la tentative que tout ce qui est reçu et inculqué devienne, dans la mesure du possible, il n'y a jamais de liberté absolue, mais devienne dans la mesure du possible des choix, c'est-à-dire qu'on va soit intérioriser, soit changer. Vous naissez dans une religion, et on vous inculque cette religion, ou vous naissez chez des athées militants et on vous inculque cet athéisme militant, et il faut qu'à un moment donné de votre vie, vous ayez reçu suffisamment d'informations diverses, d'instruments de connaissances diverses, pour que vous choisissiez si vous intériorisez la religion ou l'athéisme qu'on vous a transmis, ou si vous décidez de changer de religion, n'en avoir aucune, ou vous convertir à une religion. Bon. C'est ça la liberté de penser, et en soi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on appelle le libre examen, et d'ailleurs l'université à laquelle enseigne mon ami Anne Morelli a été fondée justement sur ce thème du libre examen, et c'est très précieux. Mais il y a toujours la tentation de considérer sa parole, son discours, comme supérieur aux autres. Et en fait, sous prétexte d'enseigner à la liberté de penser, d'enseigner à une nouvelle doctrine. Et pour l'enseignant, il y a toujours la tentation de dire ce que te disent tes parents, c'est pas bon, c'est la tradition, c'est ceci, c'est cela. Et moi, le maître, je vais t'enseigner la vérité philosophique, etc. Vous avez philosophes républicains qui sont champions pour dire qu'il faut un maître pour se passer de maître. Mais en fait, ils ne se passent jamais de maître. Ils sont toujours dans le statut de disciple face à un maître. Et c'est là où vous voyez, au bout du compte, à la limite, si vous voulez, si on suit le processus, il y a un risque de dérive sectaire partout. Il y a toujours un risque de ce que les sociologues appellent la domination charismatique, qui est une domination englobante, où on donne du sens et on donne un sens global qui résout un peu tous les différents problèmes de la vie. Et donc, aussi bien l'enseignant que le conducteur de mouvement spirituel doit faire très attention à ne pas être investi de ce rôle de charismatique, de donneur de sens englobant, et donc doit se méfier de lui-même.
Autrement dit, et je terminerai par là pour rester dans le temps imparti, je crois qu'il y a deux aspects qui sont inséparables, et encore une fois pour tout le monde, qui est être à la fois de combattre pour ses droits, de veiller à ce qu'il n'y ait pas ce que j'appelle une laïcité à géométrie variable, douce pour les uns, dure pour les autres, bon, à partir de ressentis sociaux, une laïcité donc de sang-froid, qui sache aller au-delà de l'émotion médiatique, qui sache aller au-delà du ressenti social pour affronter les problèmes avec sérénité, vigilance, mais froidement, si vous voulez. Et puis, le fait de se combattre aussi soi-même, de savoir que en tout être humain, il peut toujours avoir un petit clérical qui sommeille, si vous voulez, et que l'anticléricalisme, qui sainement compris me semble effectivement quelque chose de précieux dans la laïcité, c'est quelque chose qu'il faut à la fois combattre chez les autres et chez soi-même, et pour que justement arriver à ensemble trouver une véritable liberté de pensée. Je vous remercie.